Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire ce matin. On est le 24 janvier 2023 et soyez les bienvenus à ce webinaire qui va commencer d'ici quelques instants. On va se laisser le temps et laisser le temps aux participants de se connecter à la plateforme de webinaire et de s'installer confortablement pour assister à ce webinaire qui traitera des fausses bonnes idées en prévention et sûr que vous-même vous en connaissez plein et sûr que nos préventeurs vont démonter les fausses bonnes idées en prévention. Alors, je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez tous bien. Vous pouvez utiliser l'outil question qui se trouve de côté. Voilà, super, merci. Juste pour s'assurer que la connexion audio est OK. Ça marche. Bonjour à tout le monde. Soyez toutes et tous les bienvenus. Super, merci. On va se donner encore une minute et puis on va commencer tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos retours. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence. Alors, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé ce matin par les deux services de prévention et de santé au travail du Bas-Rhin. Et je nomme ici précisément AST 67 et l'ACST, les deux services sur le territoire du 67. Donc cette conférence aujourd'hui vous est présentée sous la forme d'un webinaire, donc sous forme digitale, alors même qu'elle a fait l'objet d'une présentation en présentiel au moment de notre forum que nous avons organisé ensemble, notre forum du 6 octobre 2022 qui s'est déroulé au Palais des Congrès de Strasbourg, notre forum de la prévention de la tête aux pieds. C'est un forum pendant lequel on a présenté un certain nombre de conférences et puis il y a eu un certain nombre d'ateliers. Et donc on s'est dit, bah tiens, cette conférence, on pourrait très bien la proposer sous forme de webinaire pour toucher encore plus de monde, pour sensibiliser tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer lors de cet événement remarquable à l'automne 2022. Et donc soyez les bienvenus à ce webinaire. Le thème aujourd'hui, vous l'avez tous en tête, c'est existe-t-il de mauvaises idées de prévention en entreprise? Je le disais tout à l'heure, les préventeurs que certains d'entre vous sont en ont certainement plein la tête. Et donc, on va décortiquer ça avec vous, avec nos deux intervenants qui sont experts et que je ne vais plus tarder à vous présenter et qui auront à cœur de répondre à toutes vos questions avec un regard avisé et un regard critique. Nous allons être en mode interactif avec vous ce matin en vous proposant un certain nombre de sondages. Donc, vous allez voir apparaître des petits sondages qui vont demander votre avis. Merci d'interagir avec nous parce que c'est le principe même de cette conférence webinaire qui est de vous questionner et de rebondir sur vos réponses. Eh bien, allons-y pour les présentations. J'ai le plaisir de vous présenter Thibaut Corpart, qui est ergonome à la CST. Et bonjour Thibaut. Bonjour. Et Nathan Coulin, ergonome à AST 67. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors, un petit juste point technique, le replay de ce webinaire sera disponible en début d'après-midi et pour toutes les personnes inscrites, vous y aurez accès dès la fin de ce webinaire à midi. Par contre, on ne mettra pas à disposition le support de présentation puisque vous allez voir que le support, sans le discours qui va avec, n'a aucun intérêt. Donc, il n'y aura pas de support à disposition. J'en ai terminé avec cette introduction et donc je vais m'éclipser et laisser la place à nos experts. Alors, existe-t-il des mauvaises idées de prévention en entreprise? Merci Gaël, bonjour à tous. Alors existe-t-il des mauvaises idées de prévention en entreprise?
C'est la question à laquelle on cherche à répondre aujourd'hui, avec Thibaut. Comme on l'a dit avec Gaël, c'est une question qu'on a abordée lors d'une conférence en octobre et le but, c'était, de se poser, la question en y apportant un regard critique afin de savoir si réellement on pouvait y apporter une réponse, binaire, oui ou non. Et je pense que c'est une question qui se pose, dans la tête de chaque préventeur à un moment donné de leur carrière, hein, qu'il soit face à une situation, mise en place dans une entreprise ou qu'il réfléchisse lui-même à des axes d'amélioration à proposer par rapport à une problématique qu'il rencontrerait. Heu, pour étayer nos propos, pour, apporter ce regard critique justement, on va vous proposer un certain nombre, d'exemples que Thibaut et moi avons pu, du coup rencontrer, lors d'interventions en entreprise et comme le disait Gaël, on va vous poser cette question, d'après vous, est-ce que cet exemple vous paraît être une bonne ou une mauvaise idée, de prévention? Mais avant de commencer, il me semblait, pertinent, d'introduire, notre sujet avec un dingbat. Alors un dingbat qui est une devinette, qui consiste à deviner un mot ou une expression, connue, qui se cache, derrière un dessin. Le dessin se compose généralement de lettres, de chiffres ou de symboles. Ici, nous avons un dingbat qui reflète plutôt bien le thème, du webinaire. Alors je ne sais pas si, vous aurez, le temps, de vraiment de comprendre quel est le mot ici qui se cache derrière ce dingbat, mais pas d'inquiétude, on a prévu une petite animation que voici puisqu'il s'agit du mot prévention. Nous avions le suffixe prév à l'intérieur du mot sion, ce qui nous donne donc bien prév en sion et moi, j'aime beaucoup cette devinette parce elle souligne le fait que finalement la santé au travail, n'est pas toujours simple et que, des axes de prévention peuvent parfois s'apparenter à un casse-tête, donc comme le dingbat et on se retrouve assez facilement dans une situation où on est en droit de se questionner, sur la pertinence, de l'axe de prévention qui est mis en place. Alors du coup, je vais laisser, la parole, à Thibaut qui va nous introduire, un premier exemple, d'idée de prévention que l'on va, questionner et je reviendrai ensuite avec vous, par la suite. Merci Nathan. Alors oui, comme expliqué, on va illustrer chacun de nos grandes thématiques par des exemples différents. Le premier qu'on veut vous présenter aujourd'hui est un outil que vous avez sûrement déjà rencontré pour la majorité d'entre vous. C'est celui qu'on va appeler la météo visuelle ou la météo du jour. Les deux termes sont en général utilisés. Alors, c'est un outil, globalement, qui permet à un individu ou un groupe d'individus d'exprimer facilement et rapidement leurs émotions et leur humeur à un instant T par le biais soit de photographies, soit de petits schémas comme on le voit ici. En général, les schémas ils vont d'une journée ensoleillée, journée nuageuse, à du temps plutôt cataclysmique. En général, on va vous demander comment vous vous positionnez. Est-ce que vous ressentez plutôt votre humeur aujourd'hui comme ensoleillée, radieuse ou à l'inverse nuageuse? Alors, première question pour vous, est-ce que ce premier outil, c'est une bonne idée de prévention, comme par exemple où on va demander à chaque prise de poste de se placer sur cette échelle, sur cette météo visuelle, afin de prévenir, par exemple, toute dégradation de la relation sociale au sein d'un service, au sein d'un collectif de travail plus généralement. Vous avez le sondage qui apparaît. Je vous laisse un petit temps pour y répondre. Alors, on voit qu'on a majoritairement un peu des deux. Alors, je vous laisse finir de répondre pour tous les participants. Bon, ça stagne. En effet, donc on a une majorité ici qui dit de un peu des deux, la moitié même. Alors pour nous, on va considérer cet outil, cette action, comme une action qui ne peut pas prétendre à être une bonne mesure de prévention. On s'explique. Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme ça? En fait, cet outil est un outil, certes, qui sert à faciliter la parole et à faciliter l'expression de soi. Mais ça va être un outil qui va être pertinent dans des cadres précis, comme dans des formations ou des ateliers. En général, un formateur va demander en début d'atelier à son groupe va utiliser ce genre d'outil, comme la météo visuelle, et ça va lui permettre de collecter rapidement et facilement l'humeur,
l'état d'esprit, on va dire, des participants, afin, après coup, d'adapter leurs propos, d'adapter son propos, d'adapter son contenu, d'adapter le nombre de pauses à réaliser, etc. C'est donc un outil qui est pertinent, mais dans ce contexte-là. Utiliser la météo du jour à chaque prise de poste pour prévenir la dégradation, des relations au travail, de l'ambiance au travail, pour prévenir la dégradation du stress, la dégradation du bien-être général au travail, on ne peut pas le considérer comme un bon moyen de prévention, étant donné que ce n'est pas un outil qui est conçu pour se centrer sur des problématiques professionnelles. Très souvent, on va arriver sur des problématiques personnelles, surtout lorsque c'est le seul outil, le seul moyen de prévention qui va être utilisé. De plus, ce n'est pas un outil qui est conçu pour régler les problématiques professionnelles qui peuvent être mises en avant par son utilisation. Il y a d'autres outils plus adaptés qui permettent également de régulariser tout ce qui est parole, expression de soi, expression de son ressenti entre plusieurs salariés, entre des services, entre des collectifs, entre des salariés et de la hiérarchie, mais tout en travaillant sur de la résolution de problèmes. On pense notamment à tout ce qui est espace de discussion, groupe de travail, réunions hebdomadaires, etc. Ça, c'est le premier exemple qu'on voulait vous montrer dans le cadre de ce webinaire. Je suis sûr que cet exemple-là vous a fait penser à certains autres exemples que vous avez pu rencontrer ou vous avez ouï dans votre expérience professionnelle. Toujours dans cette grande catégorie d'un moyen de prévention qu'on ne peut pas considérer que justement comme une action de prévention, on va illustrer notre propos par un second exemple qui est celui de l'utilisation d'une prime de présentéisme, notamment la prime de présentéisme, qui ayant pour but de réduire, en fait, de prévenir, on va dire, l'augmentation de l'absentéisme dans une organisation globale, dans une entreprise plus générale. Alors, je suis sûr que vous savez tous ce que c'est cette prime de présentéisme, mais concrètement, il s'agit d'un bonus, une prime qui est octroyée, qui récompense en fait la présence des salariés à leur poste de travail. Ainsi, plus les salariés seront présents à leur poste de travail jour après jour, et plus cette prime leur sera garantie, voire sera importante. Cependant, cette prime, elle est en général minorée, voire parfois supprimée en cas d'absence maladie, que ce soit des maladies professionnelles ou non, ou dans le cadre d'absence pour cause d'accident du travail. Ainsi, proposer comme mesure de prévention pour réduire l'absentéisme au travail cette prime de présentéisme, certes, ça peut aider, ça peut en effet réduire l'absentéisme au travail, mais nous, on va considérer ça comme purement artificiel. En fait, afin de pouvoir garder cette prime, les salariés vont continuer à travailler, vont mettre de côté, au risque de mettre de côté leur santé, afin de conserver cette prime. C'est notamment le cas pour des postes à faible rémunération où cette prime, en fin de mois, ça permet réellement d'arrondir les fins de mois et d'avoir un niveau de vie un peu plus aisé. Donc ici, on va encourager les salariés à travailler dans des états potentiellement aggravants pour leur santé personnelle. En plus de ça, un salarié qui va venir travailler dans un état aggravant, il va forcément produire un travail de moins bonne qualité, donc ce ne sera ni pertinent ni pour lui, ni pour l'entreprise. Et de plus, ça risque de plonger le salarié après coup dans un arrêt de travail plus long et plus problématique qu'à l'origine. Ainsi, on veut vraiment insister ici sur le fait que ce n'est pas une stratégie adaptée lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on veut réduire l'absentéisme au travail. Toute stratégie pour réduire cet absentéisme passera forcément par de la compréhension de l'activité et de l'environnement global du travail. En fait, il va s'agir ici de comprendre pourquoi les salariés sont absents, pourquoi est-ce qu'ils risqueraient d'être absents. Est-ce que c'est en lien avec leur poste? Est-ce que c'est en lien avec les missions qui leur sont octroyées dans leur poste ou dans les futures missions? Est-ce que c'est en lien avec les risques associés à leur travail, avec les relations avec leurs collègues ou avec des personnes extérieures à leur poste? Est-ce que c'est en lien avec leur encadrement, etc., etc. Il y a plein de raisons qui peuvent exister. Il n'y en a pas forcément qu'une, d'ailleurs. Mais en tout cas, réduire l'absentéisme au travail passera systématiquement par cette compréhension et analyse plus précise. Je vais maintenant relaisser la parole à Nathan pour vous parler d'autres exemples, d'une autre nouvelle catégorie d'exemples.
Merci Thibaut pour ce premier exemple. Alors moi, comme deuxième exemple de potentielle mauvaise idée de prévention, j'ai choisi de parler d'un objet que l'on retrouve beaucoup dans les salles de fitness, dans les maternités, et qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé comme des assises sur des postes de travail sur écran. Alors j'ai bien sûr nommé la Swiss Ball qui est donc plébiscitée par, leurs fournisseurs pour garder la forme, pour garder la forme pardon, en restant assis, à son poste, en faisant de l'exercice ou encore pour maintenir une posture, droite de travail qui serait nécessaire du coup au maintien en bonne santé de notre dos. Alors, je vous pose la même question que Thibaut. D'après vous, est-ce que l'utilisation d'une Swiss Ball vous paraît être une bonne ou une mauvaise idée de prévention? Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Est-ce que d'après vous, c'est un peu les 2 ou est-ce que vous ne savez pas encore? Alors, on va regarder un petit peu, vos réponses. Une première majorité de réponses semble être pour un peu des 2. Vous vous mouillez pas trop ce matin, un peu les 2. On ne sait pas trop. Mais la deuxième, ça reste quand même une mauvaise. C'est intéressant. Il y a très peu de personnes qui pensent que c'est vraiment une bonne, idée, de prévention puisqu'on est à 8. Alors, hop, je vais revenir au PowerPoint. Voilà, parfait. Alors, je pense que je vous ai laissé suffisamment de temps de réponse, donc un peu des 2 et une mauvaise. Nous, on va être un peu moins catégorique. On va être, d'accord avec le un peu des 2 pour ce coup, pour cet exemple. Parce que pour nous, la Swiss Ball, reste un matériel qui pourrait être adapté, à une prévention efficace, sur le poste de travail sur écran. Mais il deviendrait potentiellement une mauvaise idée s'il était déployé sans explication ou communication autour de cet outil. On va voir pourquoi. Alors pourquoi? Aujourd'hui, un des principaux ennemis, du salarié quand il travaille, sur écran, c'est le maintien d'une posture statique prolongée. Je pense que je n'apprends rien à personne, puisque dans une position assise, classique, on va retrouver un tassement au niveau de nos vertèbres, dorsales et donc des disques intervertébraux qui vont être, comprimés et cela peu importe le siège, de travail que l'on va, utiliser. On est donc en étant statique, on va donc retrouver, un manque, de sollicitation, musculaire et une faible dépense, énergétique associée. La Swiss Ball, c'est une assise qui va, elle, induire une instabilité, punaise, pardon. Elle va favoriser une posture de travail, plus dynamique, plus variée et donc elle va impliquer forcément davantage de sollicitation, musculaire et donc une consommation énergétique qui va être plus élevée. On est en droit de penser que concrètement, en alternance avec un siège de travail adapté, on a une Swiss Ball qui va répondre sur le papier aux besoins pour permettre de réduire les risques liés à la posture statique prolongée sur le poste. Alors, ce qui se passe avec la Swiss Ball, et c'est je pense ce qui vous pousse à penser que c'est une mauvaise idée, c'est qu'il peut y avoir de mauvais usages associés. Des mauvais usages, on peut en citer plusieurs. Le premier étant le grand classique de l'utilisation trop prolongée de cette Swiss Ball tout au long de la journée, ce qui va impliquer l'extrême inverse, donc une fatigue, potentielle et donc un inconfort, musculaire parce qu'on l'utilise trop et donc cette instabilité est trop gênante, au quotidien. Le deuxième mauvais usage que l'on peut citer, qui est aussi un grand classique, c'est de disposer d'une hauteur d'assise qui n'est pas cohérente par rapport à notre morphologie, pas cohérente par rapport à la hauteur de notre plan de travail. C'est un petit peu ce qui se passe pour cette charmante dame qui, lève le pouce, qui se retrouve un peu basse par rapport à son plan de travail et ce qui implique donc des contraintes, posturales, qui sont maintenues du coup tout au long de sa journée de travail. D'autres mauvais usages sont à mettre en lien avec le risque de chute. Alors, risque de chute qui peut être dû à une mise en place trop rapide de la Swiss Ball, sans temps d'adaptation. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'au mieux, il n'est pas utilisé et au pire, du coup, on a ce risque de chute qui se crée pour l'utilisateur. Et on a également un risque de chute qui va se créer s'il y a un mauvais entretien de la Swiss Ball, si on ne la regonfle pas, suffisamment régulièrement. Il y a une instabilité qui est beaucoup plus forte et donc qui est potentiellement plus à risque aussi de chute. Un dernier mauvais usage qui est intéressant à citer, qui est aussi fréquemment retrouvé, sur les postes qui utilisent, ce genre d'assise, c'est d'utiliser le ballon en étant avachi, c'est-à-dire en creusant, le dos vers l'arrière et en étant penché légèrement, vers l'avant et on va retrouver dans cette posture, lorsqu'elle est maintenue, une augmentation des pressions, intradiscales, donc entre les vertèbres, de notre colonne, vertébrale et donc c'est une posture qui est contraignante, forcément pour notre corps qu'elle soit adoptée sur la Swiss Ball ou sur un siège de travail classique.
On est donc face à un équipement qui est intéressant, mais qui peut être potentiellement dangereux et c'est pour ça qu'on parle d'une mise à disposition sans communication et sans explication qui pourrait faire que, cet équipement deviendrait une mauvaise idée de prévention. On peut émettre quand même une parenthèse bémol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le manque d'explication qui ferait que la Swiss Ball serait une mauvaise idée. Il y a aussi le manque, potentiel d'analyse de l'activité d'un salarié, pour lequel du coup le ballon ne serait pas adapté. Je pense notamment aux personnes qui ont besoin de gestes fins, de gestes de précision dans leur activité de travail et qui ont donc besoin d'une stabilité d'assise, importante et pour lesquelles du coup, une Swiss Ball serait vraiment contre-indiquée. Alors voilà pour la Swiss Ball. On a d'autres exemples potentiels, d'équipements qui seraient adaptés, mais qui deviendraient, une mauvaise idée s'il n'y avait pas d'explication ou de communication. On aurait pu citer un exemple très intéressant qui serait les sièges de travail, sur écran classiques. Parce que bien souvent, on a des salariés qui présentent des sièges avec un certain nombre de réglages, mais qui sont méconnus, des utilisateurs et qui se retrouvent donc mal installés, avec des postures potentiellement contraignantes. Et cela étant dû, au manque de communication. Moi, j'ai choisi un autre exemple, aujourd'hui. J'ai choisi de parler de la ceinture lombaire. La ceinture lombaire qui est, fréquemment, retrouvée, sur les postes de travail qui impliquent de fortes, manutentions, et des postes de travail qui impliquent beaucoup de flexion du dos, vers l'avant. La ceinture lombaire est un équipement qui va en effet venir stabiliser donc cette colonne, lombaire du salarié et va empêcher le salarié de se pencher un peu trop en avant et elle est fréquemment appréciée des personnes qui présentent des lombalgies puisqu'elle va offrir une sensation de confort au niveau du dos et généralement, elle va leur permettre de reprendre plus facilement, plus rapidement le travail, s'ils avaient, fait face à un arrêt de travail. Aujourd'hui, on voulait vous alerter sur le fait que les ceintures lombaires ne sont pour autant pas sans effet, lorsqu'elles sont portées de manière régulière. On a un certain nombre d'articles scientifiques, notamment de l'INRS, hein, qui font état de possibles problématiques, circulatoires et respiratoires lorsqu'on porte une ceinture régulièrement et également qui impliquent des pressions au niveau du thorax et au niveau du bassin. Forcément, on a une ceinture qui vient comprimer, la cavité abdominale pour maintenir, la colonne, lombaire et donc c'est, logique qu'il y ait des problématiques de compression. Ce que ces études montrent surtout, et c'est le plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas réellement d'effet bénéfique en termes de prévention, de la survenue de la lombalgie lorsque l'on porte une ceinture au travail. Et ces articles font même mention qu'il y a une période à risque, lors de l'abandon de la ceinture, puisqu'un salarié qui aurait été habitué à la porter et donc habitué à porter des charges potentiellement plus facilement avec la ceinture, lorsqu'il va la retirer, il va garder cette habitude et va potentiellement s'exposer à un risque plus important d'accident. Alors l'exemple ici est un petit peu différent de la Swiss Ball parce qu'on est en droit de se dire: «OK, mais à quel moment il est judicieux de porter cette ceinture lombaire?» Et pour cet équipement, en fait, on va vous répondre qu'il est, réservé au cadre de la rééducation fonctionnelle. Une ceinture lombaire, normalement, elle devrait toujours être encadrée par, un médecin ou un kiné et elle devrait être délivrée sur prescription médicale. On a donc un équipement qui n'est pas pertinent en termes de prévention, mais qui a quand même des vertus positives en termes de rééducation, mais qui va être potentiellement mal utilisé, sur des postes de travail en entreprise par manque de communication, et d'explication. Voilà pour ce deuxième exemple. Je vais repasser du coup la parole à Thibaut qui va aborder un troisième exemple. Voilà, merci Nathan. Comme tu viens de le dire, on va maintenant enchaîner avec une nouvelle catégorie d'exemples. Mais avant, pour vous présenter cet exemple-là, on va vous le présenter sur un nouveau format. On va vous passer une courte vidéo et après, on discutera dessus. Alors, je vais lancer la vidéo. C'est parti. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct du siège social de l'entreprise ATQ PESTOBVW, cabinet conseil en stratégie commerciale, et nous retrouvons Adélaïde, chargée de communication, qui souhaite nous parler d'une récente mesure qui a été mise en place dans l'entreprise. Bonjour Adélaïde, merci de nous recevoir. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette nouvelle mesure? Bonjour Laurent. Oui, bien sûr. Donc, depuis environ 2 semaines, nous ne pouvons plus accéder à nos moyens de communication à partir de 17h20. On ne peut plus accéder au chat, au mail ou même passer des appels téléphoniques. En plus de ça, on est tous déconnectés du serveur et on ne peut plus traiter nos dossiers.
Et cette coupure, elle survient tous les jours? Oui, tous les jours. La direction a mis cette mesure en place pour éviter qu'on travaille en dehors de nos horaires et notamment parce qu'il y a eu quelques cas de burn-out de personnes qui travaillaient jusqu'à 23 heures chez elles. Pour vous, c'est une bonne chose, ces coupures? Foncièrement, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, la charge de travail est toujours la même. Si nos collègues sont partis en burn-out, ce n'est pas qu'à cause des horaires, c'est aussi à cause de la charge de travail. On continue à accepter énormément de dossiers et aujourd'hui, on n'a pas le temps de les traiter. Et comme on nous réduit notre plage horaire, je ne peux pas traiter mes dossiers le jour même, c'est reporté au lendemain et demain, vous vous doutez que j'aurai d'autres dossiers à traiter et ça s'accumule. Comme Adélaïde, de nombreux Français sont confrontés à cette problématique. Alors cette mesure mise en place dans cette entreprise, bonne ou mauvaise idée? Merci, merci au journaliste qui ressemble bizarrement beaucoup à Nathan. On va maintenant enchaîner, hein, comme pour les ans précédents. On vous demande, est-ce que pour vous, ce cas-là de coupure mail, de coupure d'accès au serveur, est-ce que ça représente une bonne ou une mauvaise idée de prévention? Alors, on voit que ça oscille toujours entre un peu des deux et une mauvaise. Encore une fois, vous mouillez pas trop pour reprendre Nathan précédemment. Mais en effet, et la majeure partie d'entre vous ont voté. On voit qu'en majorité, vous avez voté un peu des deux et tout de suite suivi d'une mauvaise. Alors, de notre côté, on vous rejoint un peu. On ne va pas considérer ça comme une mauvaise idée de prévention. En fait, on va considérer ça comme une action de surface sans analyse réelle de l'activité. Alors, on s'explique. Concrètement, nous, on ne considère pas ça comme du tout une mauvaise idée, comme une mauvaise action. On va juste considérer qu'elle n'est pas suffisante. Lorsqu'on s'intéresse au discours que ici la salariée nous a donné, on comprend qu'en effet, il y a eu plusieurs cas de burn-out à cause d'un stress trop élevé. Mais il va être nécessaire ici qu'on s'intéresse à pourquoi est-ce qu'il y a eu ces cas de burn-out. Certes, c'est survenu suite au fait que plusieurs salariés ont travaillé, ont une extension assez disproportionnée de leur disponibilité et de leurs horaires de travail en dehors des horaires habituels. Cependant, ici, il ne va pas suffire de mettre une action de surface, de coller un sparadrap sur cette fuite ici de stress de burn-out, de coller vraiment juste un scotch de coupure mail, de coupure d'accès au serveur, afin de colmater totalement la fuite. Ici, on comprend, lorsqu'on s'intéresse à ce que nous explique la salariée, que ce stress, que ces horaires de travail réalisés en plus sont issus d'une charge de travail trop élevée. Si on colmate juste cette fuite-là par simplement l'accès au mail, l'accès au serveur à partir d'une certaine heure, il y a fort à parier que la charge de travail ne va pas diminuer. Ça va même être l'inverse. La salariée nous explique que leur stratégie pour réguler leur charge de travail, c'était pour certains de faire certaines tâches encore chez eux. S'ils n'ont plus la possibilité de réaliser ces tâches chez eux, la charge de travail, derrière, elle ne diminue pas. Et à l'inverse, elle va encore plus s'accumuler et le réservoir ici présent, il va déborder, il va exploser et il y a de fortes chances qu'on ait des nouvelles répercussions sur les salariés, sur leur santé physique, une augmentation à nouveau des cas de burn-out et une augmentation de l'absentéisme dans un sens. Donc ici, c'est un exemple qu'on a voulu vous montrer parce que il n'est pas du tout à côté de la plaque, le fait de couper l'accès aux mails pour encourager les salariés à respecter leurs horaires, à respecter leur bonne conciliation entre vie privée et vie professionnelle, mais ce ne sera pas suffisant et ça risque d'engendrer malheureusement plus de mal que de bien. Toujours dans cette thématique d'une action de surface qui part d'un bon sentiment, on va dire, j'aimerais vous présenter un deuxième type d'exemple dans un tout autre contexte, celui du BTP. En particulier, ici, la population ciblée est celle de chauffeurs de poids lourds qui doivent acheminer, qui doivent livrer du matériel et des composants directement sur des chantiers. Ici, dans le cas de cet exemple, un système GPS a été intégré dans l'ensemble des différentes cabines de conduite, l'ensemble des véhicules poids lourds. Un système a été intégré pour plusieurs raisons. Déjà, limiter l'utilisation du téléphone portable personnel des chauffeurs au volant.
donc dans une optique de sécurité routière, et également dans le but de réduire la charge mentale et la fatigue mentale qui peut être associée à ces activités de conduite couplées à ces activités de recherche de bons itinéraires afin de tenir les délais pour livrer sur les différents chantiers. Encore une fois, on est d'accord que proposer un système GPS pour une activité dont la majeure partie du temps on va conduire, ce n'est pas à côté de la plaque. Néanmoins, le souci ici, c'est que le système, il a été imposé. Et notamment, le système proposait des itinéraires qui n'étaient pas du tout adaptés à l'activité professionnelle des chauffeurs. Premièrement, le système faisait passer par des routes dangereuses, des routes qui étaient en mauvais état, qui étaient dangereuses pour le conducteur, pour le camion et pour le matériel. De plus, le système faisait faire des grands détours afin d'accéder aux différents chantiers. Ça a conduit à de la perte de matériel, ça a conduit à des retards sur les différents chantiers. Certains matériels ont été perdus sur la route, d'autres matériels devraient être repréparés directement sur le chantier, et forcément, retard et perte de matériel, ça a conduit à une dégradation des relations clients. Alors, bien sûr, les chauffeurs ont fait remonter cette information, ont fait remonter cette inadéquation du système imposé. Le problème, c'est que le système avait déjà été acheté, était déjà dans les différentes cabines, et donc il a continué à être utilisé pendant quelques temps, surtout que les chauffeurs pouvaient être réprimandés lorsqu'ils ne l'utilisaient pas, et naturellement, ça engendrait encore plus de problématiques, encore plus de retard et encore plus de dégradation client avec les différents chantiers. Donc, ici, encore une fois, c'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple qui part d'une bonne idée, d'un bon sentiment. Néanmoins, sans analyse réelle de l'activité, sans discussion avec les salariés, sans choix collectif de ce système, on a tapé à côté dans un sens. Et surtout, ce système, et j'ai insisté sur ça, il n'a pas été testé en amont. Il n'y a pas eu une période d'essai de ce système en activité réelle, alors qu'un test de 1 à 2 semaines, par exemple, aurait permis de mettre en avant ces différentes problématiques que je viens de vous donner très rapidement. Et la société aurait pu aller vers un autre système et s'éviter beaucoup de déboires, beaucoup de problématiques, comme on vient d'en discuter. Je relaisse maintenant la parole à Nathan pour le dernier exemple. Merci Thibaut. Alors, dernier exemple, moi j'avais envie d'aborder quelque chose que l'on rencontre très fréquemment en tant qu'ergonome en service de prévention et de santé au travail, quelque chose qui est mis en place depuis plus de 30 ans dans les entreprises, qui s'est beaucoup déployé, puisqu'il s'agit de la formation gestes et postures. Vous en avez une illustration ici. Certains de nos salariés reconnaîtront peut-être l'un de nos salariés qui s'est prêté au jeu. La sensibilisation gestes et postures que l'on retrouve fréquemment en journée santé-sécurité, par exemple, par un coach sportif ou un formateur agréé, et qui va venir donner à des salariés les conseils de bonne posture à privilégier, notamment, comme ici, garder le dos droit et plier les genoux. Alors, je vous pose une dernière fois la question via le sondage. D'après vous, est-ce que délivrer auprès de ses salariés une sensibilisation gestes et postures, est-ce une bonne, une mauvaise idée? Est-ce que vous pensez encore une fois que c'est un petit peu les deux ou est-ce que vous ne savez pas encore? Je vais répondre moi-même. Hop. Alors, ça y est, ce coup-ci, on n'a pas un peu des deux, on a une bonne idée en majeure partie à 64%. Vous pensez que c'est une bonne idée et l'item suivant est un petit peu les deux. Alors, est-ce que réellement c'est une bonne idée? Nous allons répondre donc à la question. Nous, on va considérer que ça peut être tantôt une bonne et tantôt une mauvaise idée de prévention. Là, pour le coup, c'est nous qui nous mouillons un peu, pas beaucoup, parce qu'en fait, ça dépend vraiment du cadre dans lequel est mis en place cette sensibilisation. On va parler d'une action qui va être utile en termes de prévention, mais qui est potentiellement insuffisante à elle seule pour mettre en place une prévention efficace. Alors, pourquoi? Pourquoi? La prévention aujourd'hui, elle est régie par des principes réglementaires qui visent à éviter les risques, à supprimer le danger ou l'exposition à ce danger et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités dans une activité de travail. On a donc
une étape importante de repérage et d'évaluation qui va nous permettre d'apprécier la nature et l'importance des risques pour nous permettre ensuite de déterminer quelles sont les actions qui vont être à mener pour assurer la sécurité et garantir la santé des travailleurs. Les sensibilisations, gestes et postures, on est en droit de se poser deux questions. La première étant, quel est l'objectif pédagogique qui est visé? Et la seconde étant, est-ce que cet objectif, ce ou ces objectifs, répondent vraiment aux principes réglementaires de prévention? Alors c'est assez simple, la sensibilisation gestes et postures, son objectif pédagogique, c'est tout simplement de transmettre aux salariés la connaissance des postures à adopter dans leur activité de travail. Mais alors, est-ce que transmettre cette connaissance répond vraiment, véritablement, aux principes de prévention? Vous l'avez compris au ton de ma voix, pas vraiment. Pourquoi? Ces formations, elles vont pas permettre finalement de repérer et de traiter des facteurs de risque, techniques ou organisationnels, qui vont être à l'origine de contraintes et des risques qui sont soumis aux salariés dans une activité, dans leur activité de travail. Elles vont au contraire inviter les salariés à adapter leurs gestes, adapter leur posture au travail, sans tenir compte des multiples facteurs qui vont venir structurer leur activité réelle que l'on peut observer sur le terrain. C'est l'exemple typique d'un salarié qui va ramasser des charges au sol à une certaine fréquence, qui aura suivi une sensibilisation gestes et postures et donc à qui on aura dit tu dois maintenir ton dos droit et plier les genoux pour te protéger. Eh bien, en fait, il ne sera pas vraiment protégé d'un accident de travail de type TMS si on ne cherche pas d'abord à étudier si la charge peut lui être disposée à hauteur de ses coudes afin d'éviter qu'il n'ait à se pencher. Alors, on a dit tantôt bonne, tantôt mauvaise idée de prévention. La question qui se pose à nous, c'est finalement comment permettre que cette action, elle devienne utile. Et je pense que vous l'avez compris, on l'a dit, évoqué avec l'exemple précédent, ces actions doivent résulter en premier lieu de la mise en place d'une démarche de prévention, notamment ici des TMS, dans l'entreprise. Parce que c'est seulement après avoir étudié toutes les possibilités d'aménagement d'un poste de travail que l'on devrait en complément, et donc j'insiste sur le mot complément, former et informer les salariés sur les risques qui vont persister dans leur activité de travail malgré les aménagements menés et donc quelles sont ensuite les marges de manœuvre qui sont à leur disposition pour contribuer à s'en prévenir. Et c'est à ce moment-là seulement que la formation va prendre son sens et notamment si elle est axée sur les conditions réelles d'activité du salarié, ce que font notamment aujourd'hui les formations PRAP. Alors un autre exemple, que l'on peut citer, qui n'est pas si éloigné de la sensibilisation gestes et postures pour cette catégorie, ce sont les étirements et les échauffements musculaires. Pareil, on va considérer que ça peut être, ça ne peut pas forcément être une mauvaise idée, par exemple pour un salarié qui serait, en travail sur écran comme ici et qui serait donc, relativement sédentaire. Un étirement musculaire va pouvoir favoriser un dynamisme de posture ou un échauffement musculaire qui pourrait être pertinent pour un salarié qui a beaucoup de manutention dans son activité de travail. Pour autant, ça va être le même cas de figure que pour les sensibilisations. Si on met en place et on formalise ces étirements et ces échauffements comme un axe de prévention majeur et isolé, sans être intégré à une démarche de prévention, eh bien cet axe ne protégera pas les salariés d'un risque d'accident, notamment si on reprend le cas du salarié qui porte une charge depuis le sol, il ne sera pas protégé malgré qu'il se soit échauffé, tout comme un salarié en travail sur écran, s'il est soumis à une charge de travail trop importante, il pourra s'étirer, ça lui fera peut-être du bien en termes de posture sédentaire, mais ça ne le protégera pas de tous ces risques. Tout ça pour dire qu'il est important de prendre les problématiques à l'endroit. Il est bon d'adapter les conditions de travail aux travailleurs avant d'envisager toute mesure d'adaptation du travailleur aux contraintes qui sont présentes dans son activité de travail. Merci Nathan et merci Thibaut pour ces illustrations très concrètes de fausses bonnes idées en prévention. Alors on vous a entendu dire qu'une démarche isolée n'a pas de sens et on vous a également entendu parler de démarche de prévention. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors, vous l'aurez remarqué, dans ce court webinaire, on a essayé de souligner un peu notre propos autour de plusieurs points. Le premier de ces points, c'est la compréhension de l'activité. Et notamment, ça va passer par la compréhension de la distinction, en fait, entre ce qu'on va appeler le travail prescrit et le travail réel. Le travail
prescrit, c'est concrètement le travail qui est prévu, le travail qui va être réalisé. C'est ce qui est en général noté sur vos fiches de poste, sur vos différentes fiches de poste, et c'est les informations globales qui permettent de cadrer rapidement et facilement le poste d'un salarié. Le travail réel, par contre, c'est le travail tel qu'il est réalisé, c'est le travail tel qu'on peut l'observer, c'est les différentes actions qu'un salarié ou qu'un groupe de salariés va effectuer afin de remplir son travail, de remplir les exigences qui sont notées dans le travail prescrit. C'est notamment pouvoir observer les différentes stratégies qui sont utilisées par le salarié afin de pouvoir mener à bien son travail dans un aspect qualité, de pouvoir tenir les délais, de pouvoir répondre aux différentes exigences internes et externes. Proposer des démarches de prévention en nous basant que sur un travail prescrit ou même que sur un travail réel, ça permettra jamais de proposer des recommandations pertinentes. Si on se base que sur le prescrit, on prendra jamais en compte les différentes stratégies, les différentes exigences du travail réel du terrain. Et à l'inverse, si on se base que sur le réel et qu'on ne prend pas en compte ce qui est prévu à la base, ça ne permettra pas non plus de répondre à ces différentes exigences. Donc ce n'est que en nous basant sur ces deux aspects-là du travail qu'on pourra réellement proposer des pistes de recommandations pertinentes et notamment pérennes dans le temps. Du coup, vous l'avez compris, on insiste beaucoup là-dessus. Il est important de mettre en place une démarche de prévention pour permettre de comprendre l'activité de travail et trouver les axes pertinents de prévention à mettre en place pour protéger les salariés. Et cette démarche, elle est régie par 4 grandes étapes que l'on va aborder brièvement. Et la première étant la mobilisation. Il est important de s'entourer et de s'accorder ensemble en entreprise pour ancrer la mise en place d'une démarche de prévention adaptée. Et donc, vous allez le voir avec Thibaut, il va être important de s'entourer de tous les acteurs qui vont être concernés par une activité de travail pour pouvoir en parler et trouver les améliorations à apporter. La seconde étape est l'étape d'investigation. C'est l'étape où on va chercher à comprendre qu'est-ce qui est présent dans une activité de travail en termes de contraintes. On va donc analyser les risques, analyser les situations de travail. C'est dans cette étape où nous allons analyser les écarts entre le travail prescrit et le travail réel, comme nous l'a montré Thibaut. Et le but étant de trouver les facteurs de risque, les déterminants de ces contraintes pour permettre de mettre en face un plan d'action avec des axes d'amélioration qui répondent à ces déterminants. La troisième étape est logiquement l'étape de maîtrise où nous allons mettre en place ces différents axes de prévention, après les avoir priorisés entre ce qui peut être fait tout de suite et ce qui doit être fait un peu plus tard. L'évaluation, puisqu'il est important de s'assurer que les actions qu'on a mises en place sont efficaces dans une optique d'amélioration continue. Et si ce n'est pas le cas, de les corriger, de les revoir tous ensemble avec les différents acteurs pour les ajuster et permettre une prévention réellement efficace. Alors, une démarche de prévention, ça n'est jamais géré que par un seul acteur. Il faut vraiment ici se baser dans une démarche collaborative avec une équipe réellement pluridisciplinaire. Vous le voyez ici dans cette roue. On voit qu'on part de la direction, bien sûr, mais on va également nous baser sur les managers de proximité en collaboration avec les salariés, avec ou non des représentants du personnel quand il y en a notamment. On va également faire ce travail collaboratif avec la médecine du travail, le service de prévention et de santé au travail, que la médecine du travail soit interne ou externe. Également des instances comme la CARSAT, et on peut même aller jusqu'à des ressources externes en fonction des contextes. On pense notamment à tout ce qui est cabinet d'aide à l'organisation, cabinet de la transformation, etc. Mais c'est vraiment que par cette pluridisciplinarité d'acteurs qu'on, encore une fois, pourra proposer des mesures non seulement pertinentes et pérennes, mais qui en plus répondra aux différentes exigences des différents niveaux. En plus, par cette pluridisciplinarité, ça permet de comprendre à tous ces différents niveaux, tous ces différents étages, les exigences de l'autre et les possibilités d'action de l'autre. Alors finalement, la question est posée à tous, existe-t-il de mauvaises idées de prévention en entreprise? La question est posée chez vous, en entreprise, vous les préventeurs, vous les responsables et dirigeants d'entreprise, questionnez-vous sur vos idées de prévention. Est-ce que je peux conclure le webinaire comme ça?
Bien sûr, on voit que dans l'ensemble de notre webinaire ici, dans l'ensemble des réponses que vous avez apportées, en effet, existe-t-il des bons ou des des mauvaises idées en prévention d'entreprise? Ça va dépendre. Certaines idées de prévention sont un peu des deux, comme c'est ressorti plusieurs fois, et ça va dépendre énormément des différents contextes et différentes exigences, non seulement des idées, mais également de ce qui est demandé à l'origine et de la demande, plus globalement. Bien, je vous remercie pour votre intervention, Thibaut et Nathan. Merci d'avoir préparé l'animation de ce webinaire. Il n'y a pas vraiment de questions dans le chat. Il y a eu quelques remarques que tout le monde a pu lire en même temps. Je vous laisse prendre connaissance des remarques et je vous remercie tous, vous les participants à ce webinaire. Je vous rappelle que le replay sera dispo. Le webinaire sera dispo là, tout de suite, après le déjeuner. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas de support de présentation à disposition, puisque vous l'aurez compris, le support n'est pas tellement utilisable en dehors du discours. Je vous rappelle surtout que vous pouvez solliciter votre service de prévention et de santé au travail, que les SPSTI, les services de prévention et de santé au travail, sont à même de vous accompagner dans votre démarche de prévention. Considérez ces services comme des partenaires des entreprises, puisque c'est là qu'on se positionne les uns et les autres comme pouvant vous accompagner dans votre démarche progressive de prévention, un pied après l'autre. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.